Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Enjeu Télévision Bruxelles. Aujourd'hui, on s'est déplacé au Bénin pour retrouver le ministre des Affaires étrangères qui a accepté de nous recevoir notre équipe pour parler de la diplomatie béninoise, une diplomatie béninoise avec une carte diplomatique réaménagée pour le bonheur des populations en tout cas. C'est ce que le ministre va essayer de nous dire aujourd'hui, mais en attendant, on a pu traverser une sérieuse crise du Covid depuis bientôt 1 an et demi. À l'aéroport de Cotonou, quand on est arrivé, on a vu que tout s'est effectivement très numérisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Pourquoi est-ce que l'Afrique, finalement, peut être appelée l'Afrique de la résilience? Qu'est-ce que vous avez fait au Bénin pour ne pas avoir autant de morts que nous autres dans les pays européens? Je vous remercie de l'intérêt que vous portez déjà au Bénin. Je vous souhaite la bienvenue ici. Et pour répondre à cette question, je dois vous dire une chose. Chaque société apporte aux défis auxquels elle est confrontée des solutions adaptées à ses moyens et à ses réalités. Ce qui s'est passé au Bénin, nous n'avons pas fait de confinement, mais nous avons mis en place des cordons sanitaires. N'oubliez pas que les premiers cas de la Covid étaient des cas importés. Et le moyen le plus simple, le plus intelligent de parer à cela, c'est de mettre en sorte des cordons qui évitent la propagation du mal. Donc le président de la République, qui a mis la question en débat au Conseil des ministres, a finalement pris cette décision. Et je sais que certains observateurs, certains amis, mais aussi certains profondeurs, nous ont demandé, nous ont même reproché pourquoi nous ne décidions pas d'un confinement intégral. Est-ce qu'on peut confiner intégralement la population d'un pays comme le nôtre, où nous n'avons pas encore suffisamment de services capables d'aller distribuer des vivres, nous n'avons pas encore suffisamment de structures capables de livrer des médicaments en urgence? Est-ce qu'on peut empêcher des bonnes femmes dont la recette journalière est ce qui permet aux familles de vivre? Est-ce qu'on peut demander à ces personnes d'arrêter toute activité? Non, cela n'était pas réaliste. Vous avez trouvé des solutions adaptées au contexte local? Exactement. Nous avons mis en place des mesures barrières très rapidement. Nous avons mis des cordons sanitaires. On ne pouvait pas se déplacer de l'intérieur du cordon vers l'extérieur. Je peux vous dire que tout membre du gouvernement que je suis, et mes collègues aussi, tout comme la population, l'interdiction était formelle de passer le cordon pour aller à l'intérieur parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de laisser ce mal se propager. C'était la première chose. Deuxièmement, lorsque les personnes, les avions, nous n'avons pas fermé notre aéroport par exemple, mais lorsque les avions arrivaient, tous les voyageurs étaient testés et étaient mis en quarantaine. Ceux qui étaient contaminés étaient mis en quarantaine et nous les traitions. Et cela a donné des résultats très positifs. Et à côté de cela, très vite, nous avons réaménagé, nous avons mis en place des unités de traitement, à savoir l'hôpital d'Alada, dont on parle aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Nous avons pris des dispositions à l'aéroport. Vous avez vu, nous avons investi plus que plusieurs pays de la sous-région pour que le dispositif à l'aéroport, pour détecter les personnes atteintes, soit un dispositif de qualité. Et nous avons mis en place aussi un système d'examen dans le pays et depuis quelque temps, depuis que les vaccins ont été trouvés, la vaccination a été rendue disponible, gratuite pour toutes nos populations. Nous sommes bien sûr dans l'étape encore du volontaire, mais au niveau de leadership par exemple, je ne révèle aucun secret d'État en vous disant que tous les dirigeants et les gens qui sont en première ligne dans les hôpitaux ont été vaccinés. Et cela, c'est important. Elle était gratuite, la vaccination? Elle est toujours gratuite. Elle est toujours gratuite parce que cette pandémie, c'est un défi que les États doivent relever en toute responsabilité. Il n'est pas possible dans un pays pauvre comme le nôtre d'imposer, je crois même que les pays riches aussi sont à ce stade-là. On ne peut pas imposer aux populations déjà qui poient sous le poids de leurs dépenses et de leurs difficultés, de leur imposer de venir payer ce vaccin. Pour le moment, le vaccin est gratuit et je pense que lorsqu'on fait le bilan du résultat, nous sommes un des pays où il y a eu le moins de morts, nous croisons les doigts. Nous sommes un pays où la prise en charge est saluée, respectée. Ce n'est pas nous qui le disons. L'OMS le dit, plusieurs de nos partenaires, et pas des moindres, les pays qui nous assistent, qui nous aident, les pays occidentaux, le disent. L'Union africaine l'a relevé, de même que la CEDEAO. Donc, c'est une avancée et nous essayons de rester quand même vigilants, très vigilants dans ce domaine-là, parce qu'il y a aujourd'hui les variants et ne voulons pas dormir sous nos lauriers. Et elle n'est pas terminée, la pandémie. Elle n'est pas terminée et nous continuons par passer des messages de vigilance pour que la population ne se laisse pas, disons, contaminer aussi facilement. Nous avons à un moment donné réduit la fréquentation des lieux de culte. Dans un pays croyant comme le nôtre, c'était une chose difficile
mais je salue ici la disponibilité, la compréhension des dirigeants religieux qui ont compris qu'il fallait d'abord une population vivante avant des populations à convertir ou à rassembler pour des prêches. Donc, je crois que tout le monde a joué sa partition, le gouvernement, le leadership a été fait. Mon collègue de la santé a été sur le pont 24 heures sur 24 et il est toujours sur le pont. Donc, c'est un travail qui se fait. Tout le corps médical a été mobilisé, réadapté, des jeunes ont été récupérés. Nous avons créé des capacités nouvelles. Des jeunes médecins qui sont sortis ont été formés, recyclés très rapidement pour se mettre à la disposition des uns et des autres. Donc, globalement, pour la pandémie, c'est un parcours que je trouve exemplaire et que les observateurs saluent. En tout cas, pour une fois, on peut dire que l'Afrique a été épargnée en fait, pas épargnée entièrement. En tout cas, certains pays ont pu tirer leur épingle du jeu. Le cataclysme qu'on a annoncé n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Voilà. Et quand on vient de Bruxelles ou quand on vient de Paris, on voit bien avec 10 000 morts par jour et que le seul pays africain qui a eu beaucoup trop de morts, c'était le Maroc, avec 8 000 morts depuis un an et demi. C'est incomparable. Donc, en tout cas, bravo pour les... bravo à l'Afrique, on va dire ça comme ça. Voilà. On rentre dans notre vif du sujet, Monsieur le Ministre. Comment se porte la diplomatie béninoise aujourd'hui? Ben, je pense que la diplomatie béninoise se porte comme un corps qui a suivi consciencieusement les prescriptions du médecin, qui a observé le régime de dégraissage et de dégraissement qui lui a été imposé, et je pense qu'elle se porte bien. Elle est allégée, cela ne lui a pas fait perdre son efficacité. Il y a certains domaines où une transition s'est imposée, puisque lorsque vous changez une machine qui est en place depuis 60 ans, il faut s'attendre à ce que les nouveaux modes opératoires posent quelques petits problèmes. Mais globalement, cette diplomatie, à mon avis, se porte bien. Et je pense que si le président a choisi de continuer avec l'équipe qui conduisait sous son leadership cette machine, c'est qu'il y a des raisons d'être satisfait. Et alors, du coup, on a quand même l'impression que cette carte diplomatique très allégée aujourd'hui, qui finalement se base aussi quand même sur des pôles centraux dans quasiment tous les continents aujourd'hui, ce réaménagement, ce toilettage était vraiment nécessaire depuis 60 ans? Oui, je crois. Vous voyez, ces dernières années, que ce soit le secteur privé ou le secteur public international, les organismes internationaux, ils ont fait ce qu'on appelle une mue institutionnelle. Dans les institutions internationales, je sais de quoi je parle, on a fait ce qu'on appelle le reprofiling. On a essayé d'adapter les missions nouvelles à l'armature de l'institution. Des boîtes du secteur privé se sont restructurées, les branches qui étaient inutiles ont été éliminées et des conversions ont été faites. C'est la même chose pour la diplomatie d'un pays. Un pays comme le Bénin, avec les ressources qui sont les nôtres, les contraintes de développement qui sont les nôtres, qu'est-ce que nous pouvons faire avec une carte diplomatique, celle que j'ai trouvée quand je suis arrivé, avec 39 missions à l'étranger? J'avais, et je ne vous le cache pas, 4 consulats généraux et 35 ambassades. C'est difficile de gérer cela. Pourquoi? Ça coûte cher? Ça coûte cher, c'est énorme. Je vais vous donner un exemple. Lorsque certains de vos confrères m'ont interrogé récemment, je leur ai pris plusieurs chiffres, mais je retiens celui de New York, 2019. CC, ce qu'on appelle les chefs de chancellerie ou un attaché financier, me coûtait à peu près 111 millions par an, d'accord, pour gérer à peu près 170 millions. Quel homme d'affaires, quel privé, quel individu utiliserait 111 francs pour gérer 177 francs? Si vous avez une affaire privée et vous dites, cette affaire, elle coûte globalement, je dois investir 177 francs. Mais celui qui va la gérer, je vais lui payer 111 francs. On va vous dire, mais vous n'êtes pas raisonnable, vous ne ferez jamais de bénéfice. Vous me direz que la diplomatie, ce n'est pas de l'achat pour vendre, ce n'est pas du commerce, parce que c'est de l'influence qu'on vend. C'est des positions qu'on prend aujourd'hui, c'est des semences d'aujourd'hui pour gagner demain. C'est vrai. Mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue rationnel, il n'était pas possible de transporter ce mammouth que nous avons trouvé quand nous sommes arrivés aux affaires avec le président de la République. Il n'était pas possible de traverser le 3e millénaire avec une telle machine. Tous les pays sérieux. J'ai été à Singapour, j'ai passé 3 jours avec mon collègue singapourien. J'ai été dans d'autres pays où j'ai vu un peu les efforts qui étaient faits.
Les efforts qui sont faits aujourd'hui, c'est d'avoir une machine allégée qui rend les services qu'il faut, qui va à l'essentiel, plutôt que d'être dans de la représentation pour de la représentation. Permanente, quoi. Permanente. Et j'ai dit, et j'étais heureux que vous l'ayez dit récemment, qu'on ne peut pas affronter le 3e millénaire avec des outils du 2e millénaire. On ne peut pas gérer avec des outils du 18e, 19e siècle une situation du 21e siècle. Et c'est pour cela que, très courageusement, le président a donné des directives et nous avons soumis à son attention des propositions pour serrer la machine, pour revoir les choses dans le bon sens. Cela ne veut pas dire que nous sacrifions le diplomate. Cela veut dire que nous essayons d'avoir une machine adaptée à nos besoins, adaptée aussi à nos moyens. C'est d'ailleurs ma question prochaine, en se disant, mais finalement, vos diplomates sont contents de vous, ils ne se sont pas vus sacrifiés en quelque sorte, ou alors on les a réaménagés? Moi, je les comprends très très bien. J'étais dans leur situation il y a quelques années. Lorsque, dans une autre vie, l'institution avait décidé non seulement de supprimer quelques postes dans nos représentations à l'étranger, mais aussi d'imposer des tests de sélection avant d'accéder aux responsabilités, alors qu'on avait déjà la formation de base qu'il fallait. Mais il faut renouveler le savoir. Mais pour revenir au nombre d'ambassades, lorsque nous fermons une ambassade dans un pays occidental et que je vois que ces ressources sont affectées au développement national, lorsqu'il y a de l'eau potable à Péninsula, ou une école à Banikwara, où maintenant on peut avoir un repas chaud par jour, lorsque je vois qu'à Djidja, dans le centre de santé, on peut avoir plus de médicaments, et qu'il y a de l'éclairage public ici et là, pour lutter contre la délinquance, mais aussi pour améliorer les conditions de vie, lorsque je vois que des ressources sont affectées à notre agriculture pour pouvoir produire plus, quand on voit que le cadre de vie s'améliore, mais ces ressources-là, il faut aller les chercher quelque part. C'est tous les secteurs qui doivent faire des efforts. Et c'est pour cela que, parfois, la mort dans l'âme, nous avons été obligés de prendre des mesures. Elles sont drastiques, elles sont difficiles, mais ce qui compte, ce n'est pas la potion. La potion est toujours amère. C'est l'état dans lequel on se retrouve après. Et aujourd'hui, je pense que la diplomatie béninoise est l'une des diplomaties les plus performantes sur notre continent. Je pense que le président Talon est entendu. Je pense qu'il est respecté comme l'un des grands dirigeants de notre continent. Et c'est tout cela qui constitue le résultat de ce dégraissage qui a été fait et de cette redéfinition des fonctions. Parce qu'il ne s'agissait pas de fermer pour fermer. Il fallait redéfinir les fonctions. Il fallait nous concentrer sur l'essentiel. Il fallait, dans les choix... Vous savez, en tant que ministre des Affaires étrangères, je peux vous assurer d'une chose, j'ai des invitations à participer à des réunions, à des colloques, à des séminaires, à des conventions, toutes les semaines. Toutes les semaines. D'ailleurs, depuis la Covid, où on le fait en visio, il n'est pas une semaine où je n'ai pas une visio. Tout cela, c'était des voyages. Et tout ceci a été économisé. Donc on fait de sacrées économies au final. Mais bien sûr, bien sûr. Et est-ce que cette carte diplomatique très allégée, puisque évidemment je reste aussi un peu un béninois de l'extérieur, mais qui reste très attaché au pays, est-ce que finalement on ne devrait pas avoir un peu peur, nous béninois de l'extérieur, de se dire tiens, notre gouvernement est un peu en train de s'éloigner de nous finalement? Est-ce qu'il y a eu... J'ai envie de vous répondre par la formule... Du pape de vénéré mémoire, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que moi, je suis aussi un ressortissant de la diaspora. J'ai vécu 30 années hors de mon pays, tout en étant en contact permanent avec ce pays. C'est vrai qu'on se sent psychologiquement un peu délaissé, entouré, protégé, quand on sait qu'il y a une ambassade, une représentation de ce pays. Mais il y a de nouveaux modes de représentation, enfin, nouveaux, c'est des modes qui ont toujours existé. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de réviser totalement la liste de nos consuls honoraires, de sélectionner des personnes qui sont vraiment engagées, qui, dans ce sacerdoce que constitue le rôle de consul honoraire, de sélectionner ceux qui croient vraiment en nous, croient en notre pays et ont cette affection sociétatiste qui les amène à s'associer à notre pays, à aimer notre pays et à se porter vers nos compatriotes. Ça, c'est un travail de longue haleine, nous le faisons patiemment et je crois que toutes les 2 semaines, au moins, le président approuve des propositions de nouveaux consuls qu'on lui fait. Alors, nous ne sacrifions pas la protection de nos citoyens à l'extérieur. Nous ne devons pas nous sentir abandonnés si nous sommes membres de la diaspora. Ils peuvent toujours compter sur leur gouvernement. Ils peuvent compter sur leur gouvernement, mais surtout sur la technologie que nous sommes en train de dématérialiser. Imaginez-vous qu'à partir de Paris, on peut,
nous l'avons déjà testé, nous ne l'avons pas encore mis en service totalement. Vous pouvez envoyer votre certificat d'identification personnelle, qu'on appelle le CIP, à un numéro, et en moins de 10 minutes, on vous envoie votre acte de naissance. Sérieusement? C'est formidable, ça. Mais je l'ai essayé moi-même. D'accord. Je l'ai testé. Monsieur Gouguidi, qui est l'administrateur délégué de cette institution, me l'a dit. J'étais dubitatif, je l'ai essayé et cela a fonctionné. Donc, la dématérialisation, l'utilisation des nouvelles technologies, puisque nous avons décidé aussi d'être champions dans ce domaine-là, d'utiliser les technologies. Les technologies sont à notre portée. Il faudra trouver des moyens de les utiliser, ben, bien sûr. Les inclure dans la vie quotidienne. Il y a 30 ans, vous serez venu me filmer avec de grosses caméras. Oui. Aujourd'hui, regardez, ça tient dans ma main, les outils que vous utilisez pour gérer votre reportage. C'est la même chose. Il faut que nos pays aient le courage, surtout les pays africains, aient le courage d'aller au-devant de la technologie. Et pas la technologie de rabais, pas ceux qui ne fonctionnent pas ou ceux qui ont fonctionné il y a 10 ans, sur ceux qui nous projettent vers le futur. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et alors, en diplomatie, c'est clair qu'une diplomatie, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément une représentation physique avec plein de chefs de mission et plein de diplomates qui doivent absolument être assis dans un bureau en dehors du pays pour pouvoir faire ce qu'on pourrait appeler à l'époque une diplomatie d'influence, une diplomatie qui veut apporter des solutions avec le ministre des Affaires étrangères au principe gouvernemental, mais surtout au principe de développement voulu par le chef de l'État. Votre vision, donc, c'est de faire de cette diplomatie économique un instrument de rayonnement. C'est un instrument de mobilisation de ressources pour notre développement. Donc finalement, la diplomatie peut aussi servir à aller apporter de l'argent dans le pays. Mais bien d'abord ça. C'est d'abord ça. Okay. C'est un outil pour défendre nos intérêts. Et les intérêts aujourd'hui, c'est de mobiliser des ressources pour transformer le pays. Vous avez relevé, vous m'avez dit, lorsque je vous ai vu la première fois depuis votre tour, que vous êtes bluffé de voir comment Cotonou se transforme, comment l'intérêt du pays se transforme. Mais c'est des ressources qu'il faut. C'est du travail, c'est de la rigueur, c'est du sérieux. Mais les gens, ils ne prêtent pas à n'importe qui. D'abord, nos ressources intérieures, nous les avons mobilisées. Mais l'autre chose, c'est que pour aller lever des ressources sur le marché international, il faut être sérieux. Il faut avoir de bons agrégats macroéconomiques. Il faut avoir une gouvernance qui est claire, transparente. Et il faut que ceux qui disposent des ressources voient que vos propres deniers sont bien utilisés. Et c'est seulement à ce prix-là qu'ils viennent vers vous, qu'ils acceptent de vous prêter de l'argent. De toute façon, on ne prête pas à quelqu'un qui est en faillite, ça c'est clair. Exactement. Et pas à quelqu'un qui gère mal, un pays qui n'a pas de bons indicateurs. Regardez, nous sommes passés de la catégorie des pays les plus pauvres aux pays à revenus intermédiaires. Qui l'eût cru? En moins de 5 ans. Mais c'est extraordinaire. Et ceux qui sont un peu profondeurs de notre politique, bon, je remarque que depuis quelque temps, ils sont un peu plus silencieux, mais ils le savent, ils le voient parce qu'ils savent lire. C'est des Béninois. Et je sais qu'ils sont intelligents. Et ils savent lire. Mais ça, c'est des efforts. Et pour arriver à ces efforts-là, c'est la qualité de la dépense publique. Comment est-ce que ce pays dépense son argent? Nous ne faisons pas de folklore. On m'a reproché, on m'a dit, monsieur le ministre, vous conseillez mal le président, on n'a pas reçu beaucoup de présidents chez nous. Mais who cares? Est-ce que c'est les visites de présidents qui développent un pays? Non. Lorsqu'un président vient nous voir, c'est qu'il y a des choses sérieuses à faire. Il y a des contrats à signer, il y a des traités à signer, il y a des relations qui vont te mettre en place. Je peux vous dire les pays dont nous sommes les plus proches, les pays dont je sais que les chefs d'État parlent avec mon président régulièrement, nous n'avons pas d'ambassade là-bas. Il y en a dans lesquels nous avons des ambassades. Mais le pays avec lequel nous faisons le plus de commerce, je prends le coton, le Bangladesh. Je n'ai pas d'ambassade au Bangladesh, je n'en ai jamais eu. Et vous discutez, vous utilisez les nouveaux outils pour pouvoir aller au-devant de la scène internationale. Je ne dis pas qu'on va être dans une autarcie que nous ne sortirons plus. Je continue par voyager, mais plus autant qu'avant. Mais le Bénin n'est pas en retrait du monde, on n'est pas en dehors du monde. Mais non, j'ai entendu quelqu'un dire, et j'étais triste pour lui, de dire, ah oui, que le Bénin est isolé. Mais isolé de qui et de quoi? Nous sommes isolés des mauvaises pratiques. Nous sommes isolés de la dictature. Oui, nous sommes isolés de la gabégie. Mais en matière de diplomatie, nous sommes présents sur le monde et je suis très fier, lorsque j'accompagne le président de la République, le président Patrice Talon, dans les forats internationaux, je suis très fier de voir qu'il est respecté, considéré, sollicité, demandé. La question de l'isolement, j'allais en venir, mais vous m'avez anticipé la question, puisque c'était une question que j'ai prévue, d'autant que, vous savez, on voit un peu tout et rien sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est un baromètre qui permet aussi d'évaluer un peu l'action gouvernementale. Et effectivement, on a appris longtemps que le Bénin était isolé des chefs d'État de la sous-région. J'ai notamment observé que le chef de l'État a quand même déjà rendu visite dans presque tous les pays de la sous-région. Est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache aux affaires étrangères? Est-ce que le Bénin, dans la sous-région,
est isolé, puisque la question, je vais quand même la poser, même si vous l'avez déjà anticipé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous cache par rapport à ça? On ne vous cache rien. C'est vrai que l'univers des diplomates est un univers feutré. C'est un univers où on ne parle pas trop. On ne dit pas... Vous savez, une déclaration de ministre des Affaires étrangères... C'est un peu comme chez les militaires. C'est un peu chez les militaires. Nous ne sommes pas une grande muette, mais nous sommes un corps où le langage est mesuré. Parce que nous engageons l'avenir de notre pays. Nous engageons les intérêts de notre pays. Un ministre des Affaires étrangères ne parle pas n'importe comment. Mais il n'y a rien qu'on vous cache. Le président de la République n'est pas isolé personnellement. Il n'est pas du tout isolé. Il a d'excellentes relations avec tous ses voisins, d'excellentes relations avec tous les autres présidents. Même si vous prenez l'épiphénomène qui a un peu traversé les dernières élections liées à un personnage qui a pu... le président s'est exprimé dessus, mais le président a un bon contact avec le président de ce pays-là. Ils sont en bon terme, en très bon terme. Vous savez, le président Talon n'est pas un président belliqueux. C'est un homme bien élevé, qui fait son travail et qui parle avec tous ses collègues. Et je ne sais pas d'où vient cette idée d'isolement. Et si vous parlez du ministre des Affaires étrangères, moi, la plupart des ministres des Affaires étrangères, presque tous, je vais vous dire, sont d'abord des amis. Certains sont des collègues et nous avons des relations de respect mutuel. Vous avez été fonctionnaire international pendant des années, donc forcément, oui, vous les connaissez quasiment tous. Et puis, c'est un milieu aussi, on a un commerce facile entre nous. Le Bénin n'est pas isolé. Oui, parce que cette question nous a tellement taraudé l'esprit, même sur les médias occidentaux, où on se posait véritablement la question, parce que, évidemment, vous n'êtes jamais exprimé là-dessus, et donc on se dit, est-ce que le ministre des Affaires étrangères a quelque chose à nous dire aujourd'hui, maintenant qu'on vient dans son bureau? Mais la réponse est qu'on n'est pas isolé. Posez-moi toutes les questions. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu le chef de l'État aller au Nigeria, aller au Togo, aller en Côte d'Ivoire, aller au Sénégal, aller au Rwanda, aller au Congo. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres pays dans la sous-région, peut-être africaine, qu'on ne connaît pas et que... Selon le planisphère que je connais, la carte d'Afrique que je connais, il n'est aucun pays que le président Talon ne fréquente, ne serait-ce qu'à travers les contacts épistolaires ou par la téléphonie. Le président de la République a été en visite officielle au Kenya. Il a été au Rwanda. Nom de Dieu, nous sommes allés en Estonie. Mais ce n'est pas un président qui se balade pour se balader. Lorsque nous allons dans un pays, c'est parce que nous avons quelque chose à y faire. Ce n'est pas un président touriste. Ce n'est pas un président qui gaspille les ressources de son pays pour se faire du plaisir. Il a les moyens de le faire à titre personnel. Lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous organisons une visite officielle, si vous regardez tous les chefs d'État qui sont venus ici, que ce soit la présidente suisse, le président indien, la présidente de l'Estonie, toutes les personnes qui sont venues chez nous, il y avait une raison précise. C'était pour booster notre cadre de coopération, c'était pour faire avancer un agenda de diplomatie, de coopération. C'est cela ce que nous faisons. Et il est temps de sortir de la diplomatie folklore. Est-ce qu'à un moment donné, le Bénin a eu droit à cette sorte de diplomatie de propagande et diplomatie folklore, effectivement, où on a eu des traditionnels dirigeants d'autres États qui viennent souvent? Est-ce que c'est sur ce volet-là que les Béninois, maintenant, aujourd'hui, essayent de faire une comparaison, d'autant que vous communiquez rarement sur le sujet? Moi, je communique, le gouvernement communique. C'est vrai qu'on nous reproche un peu de ne pas trop communiquer. Mais le président de la République a une expression souvent en conseil des ministres ou lorsque nous sommes en séance de travail avec lui et qui a un comportement déviant. Il dit, mais ça ne nous ressemble pas, ça. Il y a un nous collectif nouveau, du nouveau départ. Ce nous-là, c'est le nous du respect des choses, des normes, de faire des choses bien. C'est un pays qui veut faire les choses désormais bien. Le président nous a donné un conseil. Il nous a dit, concentrez-vous sur ce que nous voulons construire, sur ce que nous faisons, oubliez ce qui s'est passé, ne parlez pas de tout ce qui s'est passé dans le passé. N'oublions pas, nous savons tout ce qu'il y a eu comme mauvaise gouvernance. Nous savons tous les abus qu'il y a eu. Cela, nous l'avons dans la tête. Mais ce que nous faisons, c'est de ne pas perdre notre temps, c'est de ne pas passer notre temps à en parler, c'est de changer l'ordre des choses. Et les Béninois se rendent compte aujourd'hui. Regardez, ce pays n'est plus un pays qui est en grève pour un rien, pour un oui ou pour un non. Ce pays, c'est un pays où les gens vont au travail. C'est un pays où on n'a jamais manqué de payer le salaire des gens. Non seulement ça, même les rappels des engagements que des gens pris de manière irresponsable sur les deniers de l'État, comme l'État est une continuité, le président Talon a serré les vis pour que nous puissions payer les syndicats. Donc c'est un pays qui a aujourd'hui un leadership responsable. Avec une diplomatie honorable aujourd'hui. Ah oui, absolument. Venant du nom. Je n'ai plus d'ambassadeurs qui ne payent plus leur loyer ou qui font de l'autostop pour aller dans des réceptions. Ça a existé. Ça a existé. Je n'ai plus d'ambassadeurs qui se cachent
quand les agents du téléphone viennent sonner à la chancellerie ou à la résidence. Je n'ai plus ça. J'ai aujourd'hui des ambassades qui payent leurs factures, des ambassades que l'on respecte, des ambassades qui n'utilisent plus des gens au noir. On a connu tout ça et ça ne nous ressemble pas. Ce que nous voulons, c'est une diplomatie qui est à la mesure de l'ambition, la grande ambition que nous avons pour notre pays. Nous voulons que nos compatriotes soient fiers d'appartenir à ce pays. Et je vais vous dire une chose, je rencontre de plus en plus des Béninois que je ne connais pas et qui disent, et ils n'ont pas de raison de failloter ou de me flatter, parce que je ne me balade pas avec un sac de deniers que je peux leur donner. Je les rencontre à des extrémités du monde, à des endroits. Ils nous disent, vous savez, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Béninois et nous avons envie de dire que nous sommes Béninois. Regardez la suppression des visas en Afrique. Regardez tout ce qui a été dit sur l'accès. Nous avons été premiers quand nous avons mis en place le e-visa, le visa électronique. Il y a des résultats qui sont tangibles. Ce sont des résultats qui parlent pour nous. Et c'est ce que le président Talon essaie de faire, que les Béninois soient désormais fiers de leur pays. Parce qu'il dit souvent, dans le passé, les gens parfois, vous êtes Béninois, oui, à peine, je suis français, on a peur d'origine lointaine béninoise. Béninois. Et moi, je suis très content de cela. Et si nous avons contribué à cela, il faut le faire. Bien sûr que les réformes sont difficiles. Bien sûr que des réformes drastiques, ça peut faire mal. Mais c'est le prix à payer pour être en bonne santé. Vous savez, quand vous êtes malade, il faut pouvoir boire la potion. Il faut boire la potion. Et puis être amer. Mais après, vous êtes en bonne santé. Et aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Merci pour ces éclaircissements. Monsieur le ministre, vous savez, on est sur Enjeu Télévision Bruxelles, donc forcément, on va parler de l'Union européenne, oui. ne fût-ce qu'une ou deux questions. Oui. On sait très bien, d'après les différents chiffres que nous avons, et surtout le baromètre des relations internationales, que le Bénin et l'Union européenne étant un des premiers partenaires économiques du Bénin. On vous a notamment vu signer plusieurs contrats déjà à Bruxelles. Et donc, ce sera plutôt l'occasion pour nous de nous dire, de façon très brève, comment se portent aujourd'hui les relations entre le premier partenaire économique, quasiment un des premiers partenaires, donc l'Union européenne et le Bénin. Je vous dis excellent, excellent. Nous avons eu cette période d'incompréhension qui a été très brève. Nous sommes expliqués, nous sommes compris, avec mon collègue qui est vice-président de la Commission et chargé des affaires étrangères de la Commission. Nous avons aujourd'hui un ambassadeur de qualité, Madame Sylvia Hertzliff, qui a été nommée ici. Tous les engagements que nous prenons vis-à-vis de l'Union européenne sont respectés. Mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'économie et des Finances, est chargé et l'ordonnateur du Fonds européen de développement. Tous les engagements que nous prenons sont faits. L'appui budgétaire que nous recevons fait l'objet de comptes très clairs, transparents. Et je crois que c'est ce qu'attendent les partenaires. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ce sont les ressources de leurs contribuables, de ce qu'on appelle les taxpayers de ces pays-là, que ces unions, que ces institutions affectent dans un esprit de solidarité internationale, dans un esprit de préservation d'un équilibre global à des pays comme les nôtres. Et ce qu'il faut faire pour mériter cela, c'est de respecter le fruit de ce labeur des autres dans notre pays. Et c'est pour cela qu'aucun denier, que ce soit les nôtres ou ceux de nos partenaires, ne doit être détourné. Et le président veille. Il veille sévèrement cela et je pense que c'est une bonne chose. Donc les relations sont bonnes avec l'Union européenne. Je suis en contact permanent avec non seulement l'ambassadeur chef de délégation ici, mais aussi avec mon homologue à Bruxelles, avec qui il m'arrive d'avoir des échanges téléphoniques pour faire le point de ce que nous faisons. Et je crois que la dernière fois qu'un commissaire européen est venu ici, il a souhaité d'ailleurs que le président Talon participe à une opération pilote pour redéfinir une nouvelle approche pour le développement et l'appui aux pays comme les nôtres. Et je crois que ce sont des indices, ce sont des exemples qui montrent que notre diplomatie, non seulement se porte bien, mais que nos relations avec des partenaires clés, et l'Union européenne est un partenaire très important. C'est le premier. Que cette relation est de qualité, nous la soyons et nous la soyons. Voilà. Et on restera à Bruxelles certainement pour clôturer cette émission, d'autant que Bruxelles étant également le siège de plusieurs institutions internationales, notamment de l'Union africaine, de la Commission Afrique, Caraïbes et Pacifique ACP. Et d'ailleurs, le Bénin a eu l'honneur pendant quelques années d'abriter et d'être, je dirais, la plaque tournante des accords de Cotonou. Bien sûr, et donc, ces accords de Cotonou sont arrivés à leur terme. Et j'imagine que le patron de la diplomatie béninoise que vous êtes avait une autre idée en tête de rester
êtes toujours dans cette vague des pays ACP qui sont aussi des pays partenaires et amis pour le Bénin. Tout à fait. Nous avons participé en décembre 2019 à Nairobi à cette grande conférence des pays ACP, mais avec la nouvelle commission, pour voir comment nous pouvons redéfinir notre partenariat, parce que les accords de partenariat n'avaient pas fonctionné. Ceux qu'on a voulu mettre après pour remplacer les accords de Cotonou. Voilà, donc il y a une nouvelle approche. Et je pense que mon excellent ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola, qui est aujourd'hui le secrétaire général des ACP, travaille, M. Chikoti, travaille un peu dans ce sens-là, beaucoup j'allais dire dans ce sens-là, pour que nous puissions avoir une relation équilibrée. Le Bénin est présent dans cette dynamique-là, le Bénin participe très activement à cela, et d'ailleurs, pour pouvoir permettre une bonne gestion des relations multilatérales dans ce domaine, nous avons nommé un ambassadeur, chef de mission adjoint à Paris, qui sera en charge de tout ce qui est multilatéral. Vous voyez, donc, nous essayons de définir notre nouveau mode de présence au monde. Nous essayons d'avoir les outils qu'il nous faut sans pour autant sacrifier ce dégraissage que nous avons eu de notre carte diplomatique. Donc, nous restons présents dans toute cette dynamique-là parce que ce qui compte, ce sont les enjeux, et les enjeux, c'est le développement de notre pays, c'est la défense de nos intérêts, mais c'est aussi cette interaction nécessaire entre tous ces partenaires que sont les pays ACP, mais aussi les pays européens. Nous sommes dans un développement solidaire, il le faut. Il faut que nous regardions ensemble le monde, que nous regardions dans la même direction. La pandémie est venue nous rappeler cela, qu'au-delà des égoïsmes des États, il y a la nécessité d'avoir un champ commun où nous essayons de manière solidaire d'inventer un avenir de qualité pour nos populations. Et c'est ce que le Bénin s'efforce de faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour l'ensemble de ces éclaircissements et surtout pour nous avoir reçus chez vous. Aujourd'hui, on a, en tout cas venant de vous, cette certitude que le gouvernement béninois ne sera pas absent de la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères ainsi que son ministère seront toujours présents aux côtés des Béninois de l'extérieur, du monde entier. Les affaires étrangères béninoises sont toilettées, réformées pour participer à cette vision de développement et de faire finalement de la diplomatie un instrument de développement. Vous nous l'avez dit également dans vos plusieurs réponses. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On espère vous retrouver certainement lors d'un de ces sommets à Bruxelles pour peut-être éventuellement continuer le débat. Merci pour ces nombreuses réponses, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver également à la prochaine émission. Vous êtes en direct sur Enjeu Télévision Bruxelles qui s'est déplacé au Bénin aujourd'hui et qui a eu l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur d'autres numéros de vos émissions. Et merci de nous suivre sur l'ensemble des canaux digitaux ainsi que sur nos différents partenaires qui reprennent le relais. Merci. Merci. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.